de ramener à ses justes dimensions la valeur de connaissance toute profane. Cheikh Mohamed Mami nous dit تلا حاجيت مسوحة وفرق البحر من قدامك فزرت عمالة تترحل يردوك البدا قدامك. Si vous allez au pèlerinage, nous dit-il, en vous dirigeant vers l'ouest, et si la mer ne fait pas obstacle à votre parcours, après 3 années de route, vous retournez à votre point de départ. Ces 3 années de route de parcours correspondent exactement au voyage du célèbre navigateur portugais Fernando Magellan. Cheikh Mohamed Mami utilise quelquefois le même procédé pour énoncer des règles grammaticales, bien que celles-ci soient assignées à un instrument de connaissance religieux. Mais quand il aborde des sujets plus ardus, il recourt à l'arabe classique, si bien qu'on peut le considérer à juste titre comme un poète didactique. Ce procédé se retrouve tout au long de sa poésie didactique, et parmi les grandes pièces de ce genre, on remarque 3 pièces. La Nizamiya qui se consacre au Jadal, art de la réfutation, la Za'faraniya qui résume la doctrine de Mjaydri al-Hababa, et la Dulfiniya qui est la plus célèbre et qui donne l'essentiel de la doctrine juridique de Cheikh Mohamed Mami. Force est de constater que de son vivant, Cheikh Mohamed Mami a été amené à remettre en cause le conformisme aveugle de certains de ses contemporains qui admettaient à la lettre des thèses suranies, des thèses désiennes, sans s'inquiéter des principes fondamentaux qui déterminent ces thèses. Pour Cheikh Mohamed Mami, il y a des problèmes nouveaux auxquels on ne peut pas appliquer des solutions toutes faites, mais qu'il faut résoudre par l'ijtihad ou la jurisprudence. Cet ijtihad ou cette jurisprudence qui est aussi une autre dimension de Cheikh Mohamed Mami, et là on touche à son domaine de prédilection. Et là je dis donc cet ijtihad ou cette jurisprudence, et là on touche, est une autre dimension de Cheikh Mohamed Mami. Je disais que cet ijtihad ou cette jurisprudence est aussi une autre dimension de Cheikh Mohamed Mami qu'il a su merveilleusement développer et exprimer à travers son best compendium, si j'ose dire, de Kitab al-Badiyati, qui n'est autre ou le traité de la Badiya, qui n'est autre qu'un recueil de fatwa ou de jugements appropriés. Ces recueils de jugements appropriés, et là j'emprunte à notre doyen Baba Miske qui nous a toujours prodigué le meilleur de son savoir, entre autres sur la culture bédouine. Et par la même occasion, je me plie devant la générosité intellectuelle de son excellence ambassadeur Mohamed Saïd El-Hamadi, à laquelle il nous a toujours habitués. Générosité qui coule de source et qui n'a d'égal que le respect que nous lui portons. Donc je disais que ce recueil de jugements appropriés, donc notre doyen disait que ce recueil de jugements appropriés jette les bases d'une véritable doctrine de la bédouinité dont les questions particulières n'ont pas été traitées par la jurisprudence, si ce n'est de manière partielle et dispersée. Alors est né chez Cheikh Mohamed Mami la volonté de relever le défi. Fin de citation. Pour ce qui est de la seconde école, Cheikh Al-Hajj Omar Ben Saïd Al-Fouti apparaît comme l'une des plus grandes figures du XIXe siècle, qui a marqué l'une des plus marquantes figures du XIXe siècle et aussi comme l'une des personnalités les plus fortes, et comme l'une des plus fortes personnalités de la culture arabo-islamique en Afrique aussi du Sahara. À bien des égards, la vie de Cheikh Al-Hajj Martal ressemble à un diptyque dont le premier volet fut occupé par la naissance, l'enfance et la formation, le second par le pèlerinage, l'aller et le retour au lieu saint de l'islam, et enfin le troisième par le djihad ou la guerre sainte. Cheikh Al-Hajj Omar Ben Saïd Al-Fouti est né en 1797 à Halwa, village situé à quelques kilomètres de Podor, dans un cadre familial réputé pour ses innombrables qualités morales et spirituelles. Des témoignages concordent qu'il mémorisa le Coran à l'âge de 8 ans. Ses études théologiques et mystiques le menèrent entre autres en Mauritanie. Vers 1820, Cheikh Al-Hajj Martal se mit en route pour effectuer le pèlerinage au lieu saint de l'islam. Il rencontra à Médine
Cheikh Mohamed El-Qali El-Tijani, l'une des figures emblématiques de la Tijaniya. Cette rencontre fut décisive dans la carrière de Cheikh Al-Hajj Martal car ce Mohamed El-Qali investi Khalif Tijan et confirma son jihad dans le village Soudan, pays de Nord. Et c'est ainsi que Cheikh Al-Hajj Martal se retrouva sur le chemin de retour vers le Fouta Toro, faisant passage au Caire, où des joutes oratoires l'opposèrent. C'est ainsi que Cheikh Al-Hajj Martal se retrouva sur le chemin de retour vers le Fouta Toro, faisant passage au Caire, où des joutes oratoires l'opposèrent aux ulémas de l'Azhar, aux érudits de l'Azhar. Cheikh Al-Hajj Martal triompha selon de nombreuses sources. Une fois au Fouta, Cheikh Al-Hajj Martal lança des campagnes d'observation et fut très tôt stupéfié par la diffusion étendue des pratiques contraires à l'islam et par la dispersion des dynamismes musulmans et par la propagation de l'ignorance. L'objectif de Cheikh Al-Hajj Martal en tout était la création d'un État théocratique avec un vaste territoire, avec des peuples qui devaient constituer une nouvelle communauté assise sur l'islam tijan. Et c'est pourquoi Cheikh Al-Hajj Martal créa des États théocratiques au fur et à mesure de son jihad, de sa guerre sainte, sous ce qu'on appelle les imamats. Cheikh Al-Hajj Martal mit fin au morcellement de la zone politique par l'installation d'un État unitaire ayant un seul chef et une organisation solide et centralisée. Et c'est en février 1864, après la tombée de Ségou au Mali, donc après la tombée de Ségou au Mali par le colonisateur français, que survint la fin de Cheikh Al-Hajj Martal à l'âge de 70 ans. Et c'était à Degembéré, dans les falaises d'Ogon de Bandiagara. Cheikh Al-Hajj Martal était un grand combattant qui s'est livré entièrement à la quête de la connaissance et de la vie ascétique. Son œuvre spirituelle, son rang spirituel culmina lorsqu'il rédigea son importante œuvre intitulée Rimah Hizb al-Rahim ala Nuhur Hizb al-Rajim, qui traite essentiellement de la doctrine Tijaniya. Le Rimah demeure une œuvre quasi inédite. Quant à l'échange savant et fructueux qui a eu lieu entre Cheikh Mohamed Mami et Cheikh Al-Hajj Martal, il s'était essentiellement articulé autour de Kitab al-Badiyat, ou le traité de la Badiyat. Dans cet ouvrage, Cheikh Mohamed Mami s'attache à traiter des problèmes spécifiques aux collectivités nomades, auxquels il donne une réponse qui consacre et justifie l'usage de son temps. Dans cet échange, Cheikh Mohamed Mami aborde le débat par une œuvre poétique axée sur 3 thèmes centraux. Où dans le premier, Cheikh Mohamed Mami se livre à des expressions panégyriques d'une très grande richesse d'images qui sied véritablement à l'auguste personnalité de Cheikh Al-Hajj Martal. Le deuxième thème évoque les penchants invitants à la guerre sainte et à l'installation de l'État unitaire, relatif au cas d'espèce de son époque et le confinement qu'ils subissent de la part tant bien des Khaliliens que des fondamentalistes du rite malikite dans les villages chinghis. La réponse de Cheikh Al-Hajj Martal ne tarda pas à se faire entendre, sans controverse, confirmant son adhésion parfaite et profonde aux opinions de Cheikh Mohamed Mami, et ce à travers une poésie conçue dans un style de figure oratoire hors pair, merveilleusement rythmée et cadencée, et digne des grands poètes anciens et modernes de la péninsule arabique. Assalamu alaikum wa rahmatullah. شكرا إذن للسيد محمد المامي والأحمد بزيد على هذا العرض المتميز والذي وضعنا بصورة عن قطبي الزمان الشيخ محمد المامي والشيخ حاج عمر تال. نبدأ بالمداخلة الثانية وهي لسعادة السفير محمد سعيد الهمودي تحت عنوان من الأصالة إلى المعاصرة أثر استقلال المناجم على تنمية ساكنة الساحل. شكرا. أولا أود أن أشكر زاوية الشيخ محمد المامي
على الفرصة اللي أعطانا حضورنا اليوم في العاصمة الغالية علينا، الدشة الغالية علينا، وكذا الوجوه النيرة اللي حضرت لنا هون، اللي نعرفه واللي ما نعرفه، وهذا خاصة نحيي النواب القدماء والسيد الوالي والسيد الوزير وجماعة الشباب والإخوان كاملين. وحقيقة عن عادل القرقاع الحمد لله الواحد على يتكلم تبارك الله ما شاء الله. يقول لي هذا العرض كافي والشامل ووافي بالعربية وبالفرنسية ما شاء الله وبالحفظ الزين. الله يدير فيك وقت. ولا نحاول نتكلم على الموضوع اللي مهم حتى قال لا العود موجز باللي في الحقيقة إلين خلصت للشباب وخلصوا الشخصيات البارزة نعرف عن الموضوع نعرفوه كاملين ولا جيفي بروفوكي ان بو لا يعود نفتزكم وبكل حرية. إذا عن هذه المنطقة اللي في الحقيقة هي منطقة رجال الاثنين اللي عبد الله يرحمهم ذو العلامة الرموز الشيخ محمد المامي والشيخ عمر الفوتيو. هذه المنطقة كانت منطقة في الحقيقة من أحسن المناطق، وكانت في القرن ال15 هي أوروبا بنفس المستوى المغرب العربي وذلك قالوا السودان التاريخي مثلا السودان الغربي اللي مالي والسنغال وبوركينا فاسو والنيجر ونيجيريا كانت هي أوروبا بنفس المستوى، وكانت أساسا مبنية لا على الزراعة ولا المواشي، وكان الإسلام هو دينها اللي صلاح نتكلموا عليه خاص ما هو سياسة ولا هو اقتصاد، هو تأثير ذو الشرايك شرايك التنقيب اللي وصلوا ولا أنا لا نحصرهم في منطقتنا احنا جدا يطلع كلام أبو جيب ده نتراديرا بريها هذه المنطقة اللي هي موريتانيا، والأول جاء شركة ميفرما، واليوم شركتنا احنا الشركة الوطنية لصناعة المعدنية. لا نقول بصورة عن في الحقيقة الشرايك ما كانوا خاضعات لأي قانون، كانوا يعملوا اللي يبقوا يعملوا. يقال العالم تطور خلوا فيه شيء مدرج كيف هذا المدرج من القوانين. واحدة حقوق الإنسان عام 48 وعقب ذاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعقب ذاك الحقوق الثقافية وعقب ذاك حقوق البيئة وعقب ذاك حقوق الناس اللي ساكنين هم في منطقة اللي عادوا فيها شرايك استقلوها عن ما يقدوا يجوا ويكون ما يعدوا لهم تعويض. بيلي استقلال المعادن يسوى معدن فيه تأثيرات سلبية للمواطنين، يسوى شركة وطنية ويسوى شركة أجنبية. إذن التعويض يا الله يعدل للمواطنين اللي ساكنين في المناطق. مثلا شركتنا احنا هذه المناطق اللي تأخذ عليهم تيرزمور وبعض مناطق أدرار ونواذيبو يا الله يعود عندهم فائدة خاصة معوض ذاك مسائل السلبية اللي المعادن دائما يجيبون. الدنيا تعرفون فيها دائما شيء سلبي وشيء إيجابي. وتعدال لا فونداسيون في المؤسسة الخيرية اللي عدلت شركتنا مهمة جدا، كانت قاع محصورة لا في العمال
للمتقاعدين اللي في الحقيقة كانوا ضحية كبيرة، اللي كانت جريمة في الحقيقة. الصورات كانوا يعدلوا بها، مثلا يمتصوا لين يمتصوا ويعودوا فيهم الأمراض وينزرقوا كيف رجاج يزرق شي في النفايات. ويقال أنا قريت وثيقة جديدة عليها، يبان فم اتجاهات جديدة ومحاولة حسب الوثيقة بتحسين الوضع. متوافق معاهم فيه والحمد لله وما شاء الله، رغم أني أنا ما هو كافي معتبر عن باقي شيء وعن يا الله الشركة تعدى خطوة ثانية. وهذا يقال عدلت بعد شيء وقصة شرايط على الأجنبية كيف تازيازت وكيف MCM وكيف شرايط تنقيب وكيف شرايط الثانيات اللي أكثر في الحقيقة ضرهم من منفعتهم. لازم عنهم يعرفوا عنهم المناطق اللي لا يغطشوا فيهم، واحنا متوافقين معاهم على البلاد فاصله في التنقيب وفاصله في التمويل وفاصله في الفضاء وشي يقير ملي لازم يعود اللي لا ينعطى البلاد اولا يعود مقبول وواضح ومتماشي مع الارواح اللي قابلين هما. يقير ملي سكان دون الدولة دون الموريتانيين الثانيين يا الله مد في بلد، يا الله يعود معطي لهم عناية خاصة في الميدان الاقتصادي وفي الميدان الاجتماعي والميدان الثقافي، وحتى المؤسسات الثقافية يا الله يعود معطي لهم عناية خاصة ويساعدوا بلي هذا تراث. وانتم في الحقيقة لا تضيعوا ياسر ويلا إذا وخالق منظمات النسائية ومنظمات الشباب والتعليم، تحسين التعليم وتدريب الناس إذا كانوا يقدوا ينفعوا هذول ما يقدر تم يخرص مثلا يسمى تازيازة رافد معادن والله مسام رافد معادن والله سنين حتى سنين اللي وطنية رافدة معادنها ويعود ما هو جابر من هالشيء. هذه المكبوتات في الإنسان ما هم مقبولين، لازم نعطى له تعويض. Je n'ai pas voulu être long. Je souhaite نعود يا الله هذو المؤسسات الخيرية ما يعودوا إلا مسألة تلقائيا تعد لهم الشرايط ويعود حد ما يعرف ميزانيتهم شنو ولا تسييرهم شي لا يعدل. هذا عهد جديد وعهد الإنسان ما ينقبض وينقاد ما يصول. إذا يلا يعودوا les fondations dans leur conseil d'administration il y a des gens qualifiés et représentatifs des populations autour. ما تعود إلا une gestion ما تعود تسير معدين الشرايط بدون مطار حوراي مع سكان البلد. يلا يعودوا الرواقيج اللي عندهم معرفة وعندهم يعودوا مسؤولين ويعودوا غير يعودوا ممثلين بصورة ديمقراطية السكان ويعودوا يحضروا تسييرها. هذا اللي نخلق يعود ما يخلق تطاحون ولا يعود يخلق في المواطنين يعودوا كيف المحرومين ويا خطر على الأمن العام. بيلي رجاج تم لا مزمل ما لا يقبل عنيان انتمونك ويتم هو مزمل، خاصة إذا عاد شاف المعادن واخذوا وشاف قبور تعفيهم وشاف بل منين كانوا يحرزوا خسروا وشاف إبلوا عاد تجفل وشافوا ياسر من المسائل السلبية. C'est à peu près ce que je voulais dire. Je vais me résumer en français. J'ai dit on m'a donné un sujet. J'ai d'abord félicité Abdelmami pour son exposé remarquable et qui aurait pu et qui est vraiment un résumé remarquable en français et en arabe de deux hommes qui symbolisent tant
notre pays. Et le sujet que j'ai, comme on vous a dit en français, c'est un peu l'impact des exploitations minières sur la région du Sahel. Le Sahel, vous savez bien qu'à Hassania, le Sahel a deux sens. Ça peut être cette région côtière, ça peut être le Sahel, la région élargie. Mais j'ai voulu réduire un peu le sujet au problème des sociétés qui exploitent les mines en Mauritanie, en disant que avant, les sociétés faisaient ce qu'elles voulaient. Elles ont même changé de gouvernement dans le monde, elles faisaient ce qu'elles veulent, mais aujourd'hui ce n'est plus possible. Le monde est beaucoup plus régulé et il y a des étages de droit. Il y a eu les droits politiques et les droits de l'homme. Ensuite, il y a les droits économiques et sociaux, les droits culturels, les droits à un environnement sain. Et que tout ça impose en réalité le droit des populations dans les régions où il y a des exploitations minières d'avoir une attention particulière et une prime. Une prime dont l'objet est un peu c'est une compensation de ce que ces exploitations font de négatif. Et vous savez qu'il y a énormément même le train qui passe, malgré ce qu'il fait, il a des éléments négatifs. J'ai pris notre société, la Société nationale des industries minières, et j'ai regardé sa fondation. J'ai estimé que c'est un progrès évident. Essentiellement parce que, d'abord, la fondation a été créée seulement pour les travailleurs retraités. Et maintenant, il y a une extension, je crois, parce que toutes ces sociétés, ça je vous l'ai dit, sont surveillées à travers le monde par des organisations internationales qui peuvent sévir, qui peuvent avoir des problèmes, qui peuvent avoir des sanctions. عن هذا الشيء عنهم متفرجين علينا احنا، متفرجين على عمالهم يسوا وطنيات والله موريتانيات ويعطوا هبات عنهم، يعرفوا عنهم خارج مد العلامات فوضى والخرق عاد مخلع امريكا تخلع من فوضى موريتانيا لعل تطير عليها اشهاد. اذا ما بهم اللي عزتنا احنا. اذا الشرايف عادوا في مراقبة عالمية ويجدوا في الحقيقة يجبروا عواقب حد منهم ما احترم هذا القانون العام. إذن ils font cela en fonction des régulations internationales. Mais j'ai dit que c'est très bien cette fondation, mais que les autres sociétés étrangères qui exploitent notre gaz, notre pétrole, la TASIEST ou bien MCM, doivent créer elles aussi des fondations afin d'aider les gens, particulièrement les populations qui sont locales, qui sont victimes des effets négatifs de ces exploitations. Elles doivent avoir une compensation économique, sociale essentiellement, mais culturelle aussi. Culturelle parce que leur patrimoine livré, comme les zaouïas, les patrimoines, l'habitat, etc., leur agriculture, leurs animaux doivent être protégés, mais que ces fondations, si elles restent entre les mains des sociétés, leur effet sera mubham. Et donc, ces fondations doivent être constituées d'éléments sans doute actifs de ces sociétés, mais elles doivent comprendre aussi des personnes représentatives des populations et élues par ces populations et des personnes qualifiées. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إذن شكرا للسيد السفير على هذه المداخلة القيمة والتي وضعت لنا بصورة عن ما يجب على الشركات التي تعمل في بلادنا أن تفعله من أجل تنمية مستدامة تخدم الشعب الموريتاني بأسره. المداخلة الموالية ستكون للسيد سي مامادو داود من نادي اليونسكو وتحت عنوان
البعد الإنساني للشيخ الحاج عمر تاني الفوتي. Je vais, avec la barakatullah, m'apprêter à la plus difficile tâche qui m'a été offerte, celle de parler après le talentueux conservateur de la Zawiya de Cheikh Mohamed Mami, à la personne de son petit-fils, mais aussi après, si vous voulez, son excellence, Moulhamadi, qui, nous savons, ce talent donateur me permet, moi, n'est-ce pas, d'être dans des problèmes et des difficultés. Mais je vais m'atteler à la tâche. Tout d'abord, permettez-moi de saluer Monsieur le Wali, les autorités administratives et militaires présentes, mes pères conférenciers, les représentants des familles, si vous voulez, omariennes et de Cheikh Mohamed Mami ici présents, les oulémas, les honorables, si vous voulez, les invités qui sont dans cette salle. Mais aussi remercier le conservateur de la Zawiya de Cheikh Mohamed Mami, la fondation d'Israël à la personne, si vous voulez, de mon père, Ahmed Wabamiske, et le club UNESCO Oumarba de Madibou, ici représenté par moi-même. D'abord, je disais que la tâche m'est difficile, autant que de parler, si vous voulez, de El Hajj Oumar Tal, qui, nous savons, compte tenu de la dimension de l'homme lui-même, mais aussi de sa popularité à travers, n'est-ce pas, nos familles et la sous-région, son apport qu'il a apporté, si vous voulez, à la sous-région, et la polémique entre nous, les historiens, concernant le traitement, si vous voulez, de tout ce qui concerne l'homme, d'une manière générale. Mais l'autre difficulté pour moi, c'est d'abord les sources qui traitent de l'homme lui-même. Il est très difficile pour nous, les historiens, de parler de cet homme, compte tenu, si vous voulez, des sources. Parce que les premières sources que nous avons, c'est des sources coloniales, c'est-à-dire de l'époque de la colonisation, qui parlent d'une manière un peu, si vous voulez, parcellaire de l'homme, mais ici qui essayent aussi de dénigrer l'homme en lui-même, parce que c'était quelqu'un qui s'opposait à la politique, si vous voulez, du temps à l'époque. Mais aussi, il est très difficile pour nous de traiter de la dimension de l'homme, compte tenu, si vous voulez, des sources que nous avons de la tradition orale, c'est-à-dire ce que nous avons recueilli de nos arrière-grands-parents, qui, vous le savez, la tradition orale n'étant pas conservée, n'étant pas écrite, il est donc très difficile, si vous voulez, d'avoir l'authenticité de ces récits. Mais nous remercions quand même tous ceux qui ont, de près ou de loin, voulu approcher la thématique, si vous voulez, de Hajj Oumar Tal. Mais pour parler de la dimension de l'homme, je pense qu'il suffit tout d'abord de connaître la situation générale du Fouta de l'époque. Quand je parle du Fouta, je parle de la région qui va de Podor, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la région du fleuve Sénégal, jusqu'au Guidimaka, qui, n'est-ce pas, dans nos régions aujourd'hui et dans notre pays. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore des pays comme la Mauritanie, nous étions, comment dirais-je, dans la colonisation, et donc on avait nos régions authentiques que l'on connaissait, le Bila du Chingir, autrement dit le Fouta, le Djolof, le Wallo, le Sine, le Saloum, ok, donc ces régions-là. Et après, je parlerai de la dimension de l'homme en tant que tel, et de ce qu'il a fait, n'est-ce pas, pour la région, ou pour la sous-région. Donc, pour le territoire, donc, le Fouta, à l'époque, se divise en 3 grandes provinces. Nous avons le Fouta occidental, dont nous avons le Lao et le Dimat. Nous avons le Fouta central, qui est composé du Lao, du Yerlabe et du Bosséa. Et nous avons le Fouta, si vous voulez, oriental, qui, lui, n'est-ce pas, a 2 régions. Il s'agit du Tamga et du Guénar. Bien. Donc, c'est dans cette région-là que nous allons voir que l'islam va être, si vous voulez, implanté depuis ce qu'on appelle le 11e siècle. Déjà, El-Bekri, qui est lui un auteur arabe qui parlait de la région, disait déjà que l'islam était installé au Fouta. Mais à l'époque, le Fouta était pour la majorité dominé par ce qu'on appelle les populations païennes ou paganistes. Seul au niveau des cours ou au niveau, si vous voulez,
des chefferies, nous retrouvons, si vous voulez, la présence parcellaire de l'islam. Et après l'arrivée du mouvement almoravide, qui a embrassé un peu la sous-région que nous connaissons, et qui a apporté l'islam en détruisant les empires, si vous voulez, du Ghana, qui était déjà un empire païen, nous avons la pénétration, si vous voulez, de l'islam par les marchands, c'est-à-dire les commerçants qui arrivaient du village de Chingir et qui, si vous voulez, ont implanté l'islam petit à petit. C'est dans ce cadre-là que le Fouta, si vous voulez, se présentait sur le plan islamique. Mais aussi, on a constaté qu'au niveau de ces mêmes chefferies, il y avait aussi la présence des dignitaires ou des oulémas musulmans. C'est-à-dire que la justice, les fatwas ou les trucs de jurisconsulte étaient donnés par ce qu'on appelle des marabouts musulmans qui donnaient la justice ou bien qui écrivaient les fatwas. Mais si nous devons parler aujourd'hui d'El Hajj Omar Tall, c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui a manqué au Fouta à son événement. Parce qu'en 1776, au Fouta, il y a eu ce qu'on appelle la révolution Torodo de Thierno Souleymane Baal. Thierno Souleymane Baal, avec ses amis de la célèbre université de Pire Sénécor, avec Abdul Bakar, ont appris, si vous voulez, l'islam et sont devenus des grands érudits. Et qu'à l'époque, le Fouta était dominé par les Peuls, c'est-à-dire les Satigui. Et ces Peuls, Satigui, étaient en alliance avec les colonisateurs ou les colons qui commençaient à s'installer dans cette région du Fouta et qui commençaient à amener en esclavage à partir de Gorée, si vous voulez, les populations, si vous voulez, du Fouta, qu'ils prenaient de long de la vallée du fleuve Sénégal, mais aussi du Niger, et qu'ils ramenaient à Gorée pour les amener aux Amériques dans le cadre, si vous voulez, de l'agriculture